Votre invité, Sonia Mabrouk, c'est François Ruffin, député apparenté La France Insoumise de la Somme. Et vif opposant au projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. À ce sujet, avant d'entrer dans les détails, François Ruffin, comment s'opposer, comment contester une réforme dont vous ne connaissez pas encore les tenants et les aboutissants? Il y a quand même plein de choses qu'on connaît. Âge pivot, 64 ans, de points basés sur l'espérance de vie, avec un déséquilibre entre les ouvriers qui vont cotiser alors qu'ils ils vont vivre 10 ans de moins à la retraite que les cadres. Mais moi, j'ai amené ma Bible. Ma Bible, c'est Quelle est votre Bible? Ma Bible, c'est le programme d'Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il dit sur les retraites? Sa première phrase, c'est « Après plus de 20 ans de réformes successives, le problème n'est plus un problème financier ». Et voilà. Et c'est le cas, il dit que c'est pas une réforme financière. Mais justement, c'est là la confusion des objectifs. Parce qu'il arrive en disant, c'est pour la justice, il y a 42 régimes, c'est compliqué, les gens s'y retrouvent plus. Et c'est en partie vrai. Mais le problème, c'est qu'il se mêle à ça des objectifs budgétaires. Qu'est-ce qui va se passer là, très concrètement, pour un salarié du privé? Les réformes successives dont il parle avaient déjà baissé de 15% pour les futurs départs en retraite. Là, ça va être 10% de pertes supplémentaires. Donc on va se retrouver avec moins 25%. C'est-à-dire qu'on continue à gratter. Le smicard, il va y perdre un petit peu aussi. C'est intéressant, François. Enfin, on s'arrête là-dessus. Vous dénoncez, vous citez tous les perdants du futur système. Vous nous dites les fonctionnaires, moins 15% de leur pension, les salariés du privé, les smicards. Sauf que c'est là-dessus que portent les négociations en ce moment. Vous ne savez pas ce qui va sortir au final. Si on a un âge pivot à 64 ans, c'est déterminant. Ça va être déterminant. Par ailleurs, on a un système qui est déjà bien compliqué. Ce système n'est pas fait de justice. On l'a dit, entre les ouvriers et les cadres, là, c'est pas porteur de justice. Ensuite, il y a un deuxième candidat à la présidentielle qu'on peut citer, qui n'est pas ma Bible. Hein. Je préfère le programme d'Emmanuel Macron largement. Plusieurs Bibles là quand même. Hein. Mais François Fillon, il dit ceci. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Et il a tort ? Il a sans doute qu'il a raison. Et donc on ne dit pas la vérité aux Français. Et donc voilà, mais il y a une clarté dans le propos de François Fillon qui est tenu à l'époque devant des grands patrons. Aujourd'hui, on nous fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a jeté Fillon par la porte et on a Macron qui revient par la fenêtre, mais sans qu'on nous dise franchement qu'en effet, on va pouvoir nous baisser la valeur du point. Déjà, Macron qui disait qu'il n'allait pas faire d'économie sur les retraités, ça a commencé par la CSG, il y a eu ensuite la désindexation des salaires, des retraites, pardon, et là maintenant, on a la troisième lame avec la réforme. Est-ce que vous avez peut-être une troisième Bible même, celle le livre de l'économiste Thomas Piketty? Thomas Piketty dit ceci, que cette réforme est un impôt régressif pour les riches, un nouveau cadeau de Robin des Bois à l'envers. Il évoque pour cela les 2,8% de cotisation au-delà des 120 000 euros par mois. Vous êtes d'accord avec lui? Alors, le Robin des Bois à l'envers, vous mettez du Ruffin dans la bouche de Piketty. Il y a du Ruffin dans le texte, oui. C'est lui qui le dit, oui. Ce truc en fait, jusqu'à 10 000 euros par mois, on cotise à hauteur de 28%. Et au-dessus de 10 000 euros, c'est à 2,8%. Sachant que au-dessus de 10 000 euros, ça n'ouvre pas de droit à la retraite. Donc c'est pas un impôt régressif. Au contraire, c'est une taxe de solidarité. Il y a un impôt régressif par ailleurs, c'est sur la question de l'espérance de vie. C'est-à-dire que les ouvriers vont cotiser aussi longtemps que les cadres, sauf qu'ils bénéficieront en gros de 10 années de retraite en moins. Je vous entends, mais François Ruffin, sur les salaires au-dessus de 10 000, vous êtes d'accord, les 2,8% ne donnent absolument aucun droit et c'est plutôt une taxe de solidarité. Je ne le conteste pas. Maintenant, vous savez, Ambroise Croizat, fondateur de la Sécurité sociale, disait cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins. Donc là, moi je vais vous dire franchement, ma pensée c'est que... En quelle année, pardonnez-moi? En 1945. Oui, ça date un peu. Oui, mais ça date un peu, mais vous savez, là je vais vous dire quelque chose de profond. Ce qu'a permis le programme du Conseil national de la résistance, c'est de briser une malédiction millénaire. Parce que pendant des millénaires, pauvreté était allée avec la vieillesse dans les classes populaires. On vieillissait pauvre. Et au milieu des années 70, c'est-à-dire au moment où ça s'est mis en place, parce que ces réformes, elles mettent 30 ans à se mettre en place en matière de retraite, on a une division par 4 de la pauvreté chez les personnes âgées au milieu des années 70. C'est une malédiction millénaire qui est là brisée. Et la crainte que j'ai, l'énorme crainte que j'ai, c'est la remontée de cette pauvreté chez les personnes âgées. On la voit qui affleure. On la voit, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il y a une augmentation de 157%, donc plus qu'un doublement, du RSA
versés aux personnes Et qui ont c'est plus un de 60 sujet ans. majeur. Mais restons sur la perception, si je puis dire, de la pauvreté ou même de la richesse. Jean-Luc Mélenchon affirme qu'à cause de ce dont on vient de parler, les 2,8% de cotisation, les classes moyennes vont payer cher. Mais si on réfléchit, ça veut dire que les classes moyennes, pour la France insoumise, c'est un salaire mensuel de 10 000 euros. Non, mais moi, C'est hallucinant. Ça vous fait sourire un petit non, peu. oui, mais parce que moi, je comprends même pas qu'on gagne plus de 10 000 euros. Là, c'est plus votre Bible. Hein. Voilà, moi je ne comprends pas. Je veux dire, je trouve ça sinon aberrant, du moins étonnant. Et c'est voilà, donc, mais voilà, donc en tout cas qu'elle soit amenée à cotiser à hauteur de 2,8% ou un peu plus que 2,8%. Maintenant, l'injustice majeure qu'il faut voir et qui est une injustice dont le gouvernement ne veut pas dire un mot. Ce sont les revenus du capital. Y compris mon collègue centriste, Patrick Mignola, dit qu'aujourd'hui, la rémunération du capital, elle augmente 6 à 7 fois plus vite que la rémunération du Attendez, travail. est-ce que vous parlez des 300 milliards de revenus financiers aux dividendes ? Oui, je parle de... Ils sont taxés. Non, mais oui, mais ils le sont nettement moins. Aujourd'hui, la taxation des revenus du capital... François Ruffin, ils sont soumis au PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Oui. C'est 33%. Vous pouvez estimer que c'est pas assez. C'est la moyenne des pays de l'OCDE. C'est un cadeau qui a été fait par... C'est la moyenne des pays de l'OCDE. Non, oui, d'accord, mais là... Ah non, c'est pas un cadeau. Non, mais par rapport Ils sont aux revenus... taxés. Par rapport, vous faites la comparaison entre les revenus du travail et les revenus du capital. Les revenus du capital augmentent. Puisque là, il s'agit, l'un des projets centraux, on n'en a pas parlé, mais c'est de plafonner à hauteur de 14% la part des retraites dans le PIB. Eh bien, je suis pour d'autres plafonnements. Les 500 plus grandes fortunes françaises, leur patrimoine équivalait à 5% du PIB il y a 20 ans. On était à 25% au moment de l'arrivée de Macron. Ça, c'est vraiment votre Bible, hein, ouais, toujours, ce challenge, plafonnement. Oui. Challenge, mais vous ne pouvez pas dire que le gouvernement ne touche pas, de manière générale, aux revenus financiers. Si, je le dis. Attendez, et maintenant, on est passé à 25% pour les 500 plus grandes fortunes françaises, à l'arrivée de Macron, à aujourd'hui 30%. Une multiplication par 7 de leur patrimoine direct en 20 ans. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a la mondialisation qui, au fond, favorise les plus riches et défavorise les plus pauvres. C'est la première chose. Mais s'y ajoute en plus des réformes fiscales qui vont appuyer, encourager cette mondialisation alors qu'on devrait freiner ce système inégalitaire. On vous entend depuis tout à l'heure sur Europe 1. Vous parlez avec, il faut le reconnaître, verve et passion. Mais parlez-vous en toute sincérité ? Sans manipulation, parce que certains vous le reprochent, affirmant que vous vous êtes mis d'accord avec Emmanuel Macron pour monter une sorte de mise en scène lorsque vous allez dans les usines face aux ouvriers, en cause une conversation entre vous deux. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Non, mais avant la campagne, la conversation. C'est sur un dossier qui s'appelle un dossier Ecopla en 2016. Avec les ouvriers d'Ecopla, je suis avec tous les ouvriers d'Ecopla, je suis avec une cadre du mouvement coopératif. Il y a un journaliste qui est présent, donc en l'occurrence, c'est pas du tout une conversation secrète. On se retrouve, on squatte le QG de campagne d'Emmanuel Macron et il nous dit oui sur ce dossier qui est une entreprise d'aluminium à Saint-Vincent-de-Mercuse dans le Vercors, j'ai pas fait mon boulot, j'ai fait des erreurs, je prends ma responsabilité. On lui dit attendez, ça c'est bien de le dire là dans un QG de campagne en off. Maintenant ce qu'on vous demande c'est d'aller on va vous interpeller et c'est de le dire sur la place publique. Vous lui dites ce qu'il doit faire. Vous regrettez quand même l'échange, c'est vrai qu'il y a une forme... Non, je regrette pas du tout l'échange. Ça laisse songeur quand on l'écoute. Non mais moi je regrette pas du tout l'échange. Aujourd'hui je suis député, je ne pratiquerai pas la même chose. À l'époque, je suis un journaliste activiste. Je dois défendre des ouvriers à Saint-Vincent-de-Mercuse dans le Vercors. C'est-à-dire des ouvriers qui sont complètement délaissés, abandonnés, qui n'existent pas dans la sphère publique, qui n'existent pas pour le pouvoir, qui n'existent pas pour le ministère. Et moi, je suis passé là pendant l'été, à la fin du mois d'août, et je me dis, bon, je dois aller les aider à monter à Paris. Ils prennent un car Macron pour le coup pour monter à Paris et dire voilà, je vais mettre ça au cœur de l'actualité. Comment je fais ? On coince Macron. Macron il dit oui c'est vrai, j'ai pas fait mon boulot sur ce truc-là. On lui dit maintenant vous allez le faire dehors, vous allez le dire dehors et on l'interpelle dehors et ça change la donne parce qu'à partir du moment où Macron dit oui j'ai fait une erreur, ça devient un dossier politique, un dossier important. Journaliste et orchestrateur qui dit ce qu'il doit faire Emmanuel Macron. Mais oui c'est vrai. C'est vrai quand il y a une erreur qui est faite et qui s'est pas dit en privé sur un coin de table. On veut que ça soit déballé sur la place publique. Merci. Je vous remercie. François Ruffin, vous avez répondu à différentes questions. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre. Il est où le bonheur ? Il est ici parfois Europe 1. Merci en tous les cas pour ce matin d'être venu. Merci.